meilleur des mondes, puisque l'application semble marcher, en tout cas, dans vos tickets Jira ou tout autre outil de ticketing, bah, vous n'avez pas de bug. Mais malheureusement pour vous, en fait, sans vous rendre compte, peut-être que votre application ne marche pas si bien, en fait, parce que les utilisateurs sont pas forcément très satisfaits de votre application. Notamment, en fait, ce qui dit, c'est que ben, votre application, déjà, elle met du temps à se lancer, donc il y a une belle page blanche au démarrage. Ensuite, quand l'application est enfin lancée, on commence à avoir des éléments qui popent un peu partout à l'écran, donc on perd le cursus, on perd le fil de lecture de l'utilisateur. Et la dernière chose qu'on a, c'est surtout, en fait, on se rend compte que quand on clique sur un bouton, bah, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose qui a l'air de fonctionner. En tout cas, ça met beaucoup de temps. Et donc, à propos de ces 3 feedbacks, en fait, de l'expérience utilisateur qu'on a remonté, on peut identifier 3 informations importantes. La première information, c'est le low speed, la faible vitesse de votre page. En effet, quand la page se lance, vraiment, vous avez un temps hallucinant avant d'afficher la première chose sur votre écran. Deuxièmement, votre utilisateur vous dit, écoute, j'ai un écran qui clignote. Alors, je sais que ça peut être cool, surtout en cette période de fin d'année, puisque c'est Noël. Mais généralement, sur une application web, ça fait pas grand effet. Et la dernière chose, c'est les utilisateurs sont mécontents parce que, en fait, quand ils cliquent sur quelque chose, ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose, soit il se passe rien, soit ça met beaucoup trop de temps pour se passer. Et donc, généralement, l'utilisateur, lui, il a déjà quitté la page. Alors, moi, par exemple, typiquement, c'est mon exemple personnel. Moi, quand je clique, si ça se fait pas instantanément ou si j'ai pas un loader à l'écran, je me dis que le truc s'est buggé et je change d'application. C'est moi. Donc, à ce moment-là, exactement, vous avez... en fait, l'utilisateur est vraiment frustré parce que pour lui, votre application est complètement buggée. C'est ce qui se passe exactement. Pour lui, c'est buggé. Et donc, en fait, s'il est frustré, il a tendance à changer d'application. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, parce que s'il change d'application, ça veut dire qu'il va à la concurrence. Alors, typiquement, j'ai un bon exemple qui est dans le cas réel, c'est la Société Générale. La Société Générale a fait une application mobile, mais c'est une catastrophe en termes d'expérience utilisateur. Les transactions se perdent, etc. Elle a beaucoup de clients qui ont changé de banque, justement, parce que ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si on va résoudre ces problèmes? Déjà, ça n'a aucun impact sur l'UI. Pas d'impact sur les heures interfaces, donc pas d'impact sur le color, les contrastes, les fontes, les images, les positions des éléments. Ça n'a aucun impact là-dessus parce qu'il n'y a vraiment aucune relation entre l'interface utilisateur et les performances web. Néanmoins, c'est un petit conseil, quand vous créez une interface graphique, en tout cas quand vous faites une application, c'est important quand même de prendre cet aspect en compte, puisque c'est toujours plus sympa d'utiliser une belle application que d'utiliser une application qui est moche. Donc, qu'est-ce qui va être vraiment impacté si on essaye de résoudre les problèmes qu'on a vus précédemment? Ce qui va être impacté, c'est l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que si on résout tous les problèmes qu'on a vus, déjà, on va pouvoir voir quelque chose directement à l'écran, on va pas perdre le focus de lecture et surtout, on va pouvoir interagir avec notre page rapidement. Je rappelle, plus vite ça s'affiche, plus vite vous pouvez interagir. Donc, si on résume, le diagnostic, il est fait. Pour l'instant, l'expérience utilisateur de votre application n'est pas correcte et donc du coup, la performance doit être améliorée. Alors par contre, là où ça commence à poser un problème, c'est que sincèrement, c'est compliqué de modéliser quelque chose qu'on ne peut pas déjà toucher ou qu'on ne peut pas voir. Ces performances, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui est propre à l'utilisateur. C'est pas forcément simple. Donc déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est il faut déjà qu'on trouve un moyen pour caractériser le problème de performance. Ça c'est déjà dans un premier temps. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver un moyen pour aider les développeurs, donc nous, pour essayer de catcher ces erreurs et le plus rapidement possible et surtout le plus facilement. Et enfin, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre ces performances-là, parce qu'elles sont très particulières, dans une certaine catégorie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en 2020, on a Google qui lance une nouvelle initiative et qui est, à partir de maintenant, je vais intégrer 3 nouveaux signaux dans les outils de performance et de métrique que j'ai. Et donc, en 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé ce regroupement les Core Web Vitals. Alors, c'est très important maintenant de respecter ces Core Web Vitals, notamment pour être vraiment bien indexé dans le moteur de recherche de Google. C'est-à-dire que si votre application, en termes de performance, de respect, en termes de score sur ces performances-là, est mauvaise,
et ben, elle sera moins bien indexée qu'une application qui va être, qui aura un meilleur score. Donc, ce qu'on a vu là, c'est on voit maintenant que les Core Web Vitals, c'est une nouvelle façon de calculer les performances d'une application. Donc, mais qu'est-ce que c'est réellement? Si on essaye de savoir vraiment ce que c'est, une définition officielle, c'est les Core Web Vitals, c'est une initiative de Google qui tend à avoir des performances web, enfin, qui essaye de mesurer des performances d'une application web et de l'expérience utilisateur. Ça, c'est réellement ce que c'est. Et donc, si je prends un exemple, typiquement, c'est une petite application que j'ai mis en prod il y a 4-5 ans. Donc, à l'époque, ça n'existait pas encore, ces Core Web Vitals. Mais en tout cas, maintenant, ça m'a bien aidé. C'est que, bon, bien évidemment, son genre, c'est naturel, c'est une application web. Et à l'époque, je l'avais déployée via Firebase. Et maintenant, je l'ai déployée via Supabase. Voilà, je voulais juste tester. Mais en tout cas, peu importe dans quel provider vous allez le mettre, ça ne changera pas le problème. Mon problème que j'avais, c'est que déjà, les données s'affichaient vraiment longuement. Ensuite, quand je cliquais, des fois, j'avais peut-être pas forcément bien optimisé mon JavaScript. Je le reconnais, ce qui fait que ça prenait un peu de temps à s'exécuter. Et puis, j'avais pas encore toute cette maturité. Et donc, des fois, j'avais des petites choses qui popaient à l'écran comme ça parce que je chargeais des choses de manière asynchrone. Donc, tout ça, ça va avoir des impacts respectivement sur le LCP, donc qui est le Largest Contentful Paints, le CLS, qui est le Cumul Layout Shift, et enfin le dernier, FID, qui est First Input Delay. Alors maintenant, on sait ce que c'est les Core Web Vitals, on sait c'est quoi les métriques. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment est-ce qu'on les calcule. Donc, il y a deux manières de les calculer. La première manière, c'est ce qu'on appelle un field tool. Et le deuxième manière, c'est le labs tool. Alors, quelle est la grande différence entre ces deux outils? Le field tool va vous procurer en fait des données utilisateurs qui sont réelles. Le Labs Tools, lui, il va vous procurer des données qui sont mesurées par algorithme. C'est-à-dire que concrètement, le Labs Tool va plus vous aider pour débugger votre application et essayer d'imaginer plus tard ce qui va se passer, alors que le Field Tool va vous donner des vraies données utilisateurs. Et donc, généralement, c'est celle-là qu'on va utiliser pour améliorer sa performance. Donc, sur cette slide-là, vous allez pouvoir voir, il y a pas mal de petits tools, ce qu'on appelle des field tools, et tous les field tools vont pouvoir mesurer le LCP, CLS et FID. Donc, généralement, c'est des tools de Google. Hein. Chrome User Experience Report, c'est Google. PageSpeed Insight, Search Console et Core Web Vitals Extension, tout ça, c'est du Google. Mais, en tout cas, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut calculer ces trois métriques. Ça, c'est plutôt chouette. Là où ça va être plus compliqué, c'est pour le Labs Tools. Donc, pareil, ce sont des outils de chez Google. Il y a Chrome DevTools, ça c'est vous le trouverez dans votre console web classique, et Lighthouse. Et en fait, ça vous permet de mesurer juste le LCP et le CLS, et pas le FID. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le FID ne peut pas être mesuré? Parce que le FID, son acronyme, c'est quoi? C'est un acronyme pour First Input Delay. C'est-à-dire que obligatoirement, il faut que l'utilisateur ait une interaction avec votre page. Donc, clairement, un tools qui va faire de l'algo derrière, il ne pourra pas le faire, il ne va pas pouvoir le simuler. Par contre, ce que lui va vous simuler, c'est le render blocking time. Et donc, ça, c'est une mesure qui va être très importante puisque à un instant T, vous allez pouvoir l'assimiler au first input delay. Ce qu'il faut également retenir de ces deux outils, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. C'est pas un substitut. Le Lab Tool n'est pas un substitut du Field Tool. Et pourquoi? Parce que l'expérience utilisateur, elle dépend, et notamment également les Core Web Vitals, dépendent de trois gros critères très importants. Le premier, c'est le User Device Capabilities. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est vraiment facile à comprendre. Vous êtes d'accord avec moi que tous les appareils qu'on a actuellement, ils possèdent de plus en plus de RAM, ils sont plus puissants au niveau des processeurs, etc. Donc je pense que qui a ici un Mac, qui a un Mac avec une puce Intel? Donc moi. Et qui a un Mac avec une puce M1? En fait, c'est super simple. Vous faites juste un check rapide, vous prenez un Intel, vous essayez de switcher de desktop, vous allez voir une petite différence, c'est plus fluide sur un Mac M1. Parce que il y a un peu plus de ressources. Donc en fait, il est totalement normal à l'heure actuelle que le tout premier iPhone mette plus de temps à afficher la première page que le dernier iPhone qui est l'iPhone 14 Pro. Ça, c'est normal. Deuxième problème, le network condition.
Donc là, actuellement, en France, en Belgique et dans d'autres pays, hein, notamment en Europe, on va dire, c'est difficile de ne pas avoir du réseau 4G, en tout cas 4G, 3G ou 5G dans certains pays, mais en tout cas, on a du réseau. Cependant, si par exemple, vous prenez une personne qui est au fin fond de la savane, lui, il a zéro réseau, par contre. Et donc, généralement, il n'y a pas de fibre, il n'y a rien du tout, donc ça passe directement par un petit satellite. Et donc là, forcément, la personne qui est en France va lui charger plus rapidement votre première page que la personne qui est au fin fond de la savane. Ça, c'est également plutôt logique. Et enfin, la deuxième chose qui est importante, c'est le nombre de process qui tournent sur votre device. À l'heure actuelle, aujourd'hui, les devices, ils sont intelligents, en tout cas, et ils arrivent à allouer proprement une certaine partie de leur processeur et de leur RAM à chaque application qui tourne sur votre device. D'accord? Donc, plus vous en avez, forcément, à la fin, vous n'avez pas 100% de votre RAM si vous allez sur votre site, potentiellement. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir investiguer réellement toutes nos métriques. Donc, la première métrique qu'on va voir, c'est le Largest Contentful Paint. Et si on prend une définition officielle, c'est LCP represents how quickly the main content of a web page is loaded. Alors, c'est vrai que cette définition-là n'est pas très, très claire. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est le temps au moment où votre navigateur a récupéré le premier byte ou a fait la demande du premier byte de votre index HTML documents et au moment où le plus gros texte ou une image a été représenté sur votre écran. C'est ce temps-là. Donc, si on essaie de calibrer cette métrique, ça c'est le calibre officiel, si on est inférieur à 2,5 secondes, dans ce cas, votre métrique est plutôt bonne. Donc, il n'y a rien à changer, félicitations. Par contre, si on est entre 2,5 secondes et 4 secondes, alors là, ça nécessite quelques petites améliorations. Alors, il y a rien de bien méchant là-dedans, hein. C'est vraiment peut-être juste sizer une image ou des choses comme ça, mais rien de très grave. Par contre, là où ça devient nettement plus grave, c'est quand c'est supérieur à 4 secondes. Quand c'est supérieur à 4 secondes, il y a beaucoup de choses à revoir. En fait, il faut quasiment tout revoir, même, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire qu'il va falloir revoir peut-être la structure de votre page et notamment, potentiellement, aussi revoir l'archi qui est derrière. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas forcément de votre faute si ça met du temps à s'afficher. N'oublions pas qu'il y a quand même le temps entre où le navigateur demande à avoir le document initial et le temps où votre serveur le renvoie. C'est-à-dire que potentiellement, si vous avez un serveur qui est dans les choux, ce temps-là est complètement rallongé. Donc c'est pour ça que potentiellement, c'est une métrique vraiment dure à débugger, puisque potentiellement, ça n'est pas uniquement côté front, pour une fois. Donc, où commencer? Parce que c'est important, avant de débugger quoi que ce soit, il faut déjà savoir où est-ce qu'on investigue. Donc la première chose, comme je l'ai dit, le LCP, c'est Largest Contentful Paint. Donc en généralement, le problème, il se trouve toujours dans le document initial. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce que ce document a besoin pour bien fonctionner? Comment on en a besoin? Et surtout, quelles sont les tailles des parties externes? Donc là, je vais juste vous poser quelques petites questions. Qui est développeur web ici? Cool. Qui utilise moment.js pour gérer les dates? D'accord. Qui utilise Bootstrap? OK. Qui utilise des frameworks CSS en général? Tout le monde. En général, tout le monde. Et généralement, où est-ce qu'on le place, le framework CSS? On y va sans problème en disant, écoute, je te charge le bootstrap.min.css dans l'index HTML document et c'est réglé. Et on est sûr que ça va marcher. On fait tous ça. Le problème avec ça, c'est que vous chargez tout. Mais vous chargez tout le CSS de Bootstrap, alors que vous avez peut-être juste besoin du style du bouton. Et donc, c'est pour ça que toutes ces libs-là mettent à disposition, généralement, ce qu'on appelle, en fait, c'est le bootstrap min.css, quelque chose qui est buildé, mais généralement, il vous donne accès aussi au style du bouton de manière séparée. Et pareil pour Moments. Moments, c'est une lib qui est énorme. Elle prend beaucoup de place. Donc, il n'y a pas que Moment, hein, il y a aussi des alternatives comme DatsFNS. Mais maintenant, et plus particulièrement en l'an 2022, figurez-vous qu'on va avoir une nouvelle API Date en JavaScript qui va vous permettre justement de bypasser ces libres-là qui vous bouffent un peu d'espace.
Et ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, on peut se poser la question sur qu'est-ce que sont nos LCP ressources, comment elles sont chargées, et est-ce que notre application en a réellement besoin au démarrage de l'application. Peut-être qu'on en a besoin ailleurs, mais pas forcément au démarrage. Généralement, un schéma, c'est toujours mieux qu'un long discours. Donc, je vous ai fait un petit schéma qui est très simple. Vous avez plusieurs couleurs. La première couleur en bleu, c'est l'HTML initial, c'est votre document initial. En violet, ce sont les style sheets. En vert, une image qui va être considérée comme une ressource LCP. Et en jaune, c'est les scripts. Alors, comment que ça va se passer? Votre browser, en fait, lui, il va déjà charger votre document initial. Dans ce document initial-là, il va avoir quoi? Il va avoir des feuilles de style. Donc, il va déjà charger tout le document initial. Une fois que c'est fait, qu'il a vu, qu'il a tout bien vu, il se dit, tiens, maintenant, je vais charger mes feuilles de style. Manque de peau, dans votre feuille de style, vous avez une dépendance à une image. Donc là, il se dit, attends, je charge déjà les feuilles de style. Une fois que j'ai la feuille de style, là, je charge l'image. Donc, il charge l'image et en parallèle, il charge les scripts. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, une fois que tout est bien fait, tout est bien exécuté, hop, il vous montre l'image à votre écran et bim, vous avez votre temps de LCP à ce moment-là. Donc, on est quand même passé des choses au niveau du browser. Donc, généralement, comme je disais, c'est un complexe qui est super compliqué, en fait. Le LCP, d'ailleurs, c'est le plus gros complexe. C'est le plus gros, c'est le problème le plus complexe. Pardon. Donc, comme tout problème complexe, moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'essaie de le diviser en problèmes plus simples. Comme ça, je me focus sur partie par partie. Donc ça, c'est une des découpes possibles. Il y en existe d'autres. Je vous présente celle-ci. Donc la première découpe, c'est se dire, premier problème, time to first byte. C'est-à-dire, c'est le temps que le browser met pour faire le call et qu'il récupère du serveur le premier byte de votre document initial. Donc là, s'il y a un souci, il faut appeler les copains du back-end. La deuxième partie, c'est resource load delay. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu un petit peu en violet clair ou en bleu clair. Ça, c'est le temps, en gros, qui va se dire, il faut que je télécharge ce fichier-là. Resource load time, c'est le temps pour charger la ressource. Et element render delay, c'est le temps qu'il va prendre pour justement juste afficher l'image ou le plus gros texte dans votre page. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est pas parce que vous optimisez juste un problème que tout va être optimisé. Il faut optimiser tous les problèmes pour optimiser son LCP. Et donc, travailler main dans la main, potentiellement, avec le back-end. Chose qui n'est pas forcément simple tous les jours. Donc, si on essaye de reprendre mon ancien schéma et qu'on le split, en fait, on revoit qu'on a le time to first byte. Donc, le time to first byte, c'est le temps, comme j'ai dit, de récupérer. Ensuite, on charge les ressources comme les style sheets. Après, on charge nos LCP. Pendant ce temps-là, on va charger le JavaScript. Le JavaScript va s'exécuter peut-être potentiellement pour des transformations sur l'image ou rajouter quelque chose, je ne sais pas, hein, tout dépend de votre application. Ça, c'est ce qu'on va appeler le element render delay. Et une fois que quelque chose pop à votre écran, en tout cas le plus gros bloc pop à votre écran, dans ce cas, vous avez votre score LCP. Si on essaye de reprendre, d'accord, et qu'on essaye de splitter sur une échelle de temps, il faut se dire que le time to first byte, c'est 40% de votre temps à peu près. Le resource load delay, c'est 10%. Resource load time, c'est 40%. Et element render delay, c'est 10%. Alors là, on pourrait se poser une question, d'où je sors ces métriques-là? En fait, c'est pareil. Ce sont des métriques, elles sont théoriques. C'est-à-dire qu'elles peuvent changer. Sauf que potentiellement, de votre côté, votre JavaScript est super bien optimisé. Je ne sais pas. Et dans ce cas, votre element render delay, lui, va peut-être prendre 2% de votre temps. S'il prend 2% de votre temps, c'est-à-dire que vous avez gagné 8%. Ces 8%-là, vous pouvez les mettre ailleurs. Potentiellement, vous pouvez les mettre sur le resource load time. Ça devient 48%. Voilà. Donc, si on essaye maintenant d'avoir des outils, en tout cas, si je vous donne des conseils pour pouvoir régler ce problème-là, premièrement, c'est préloader. Il faut préloader ces ressources comme les feuilles de style. D'accord? Pensez aux nouveaux attributs, donc async, differ, d'accord, qui vont vous permettre de lazy-loader des scripts. Donc n'hésitez pas, vous pouvez même mettre les deux sur un même script, ça ne pose pas de souci. Ensuite, à partir de Chrome 103, vous avez un nouvel attribut qui est fetch priority. Ce fetch priority va vous permettre de donner des priorités à comment on doit downloader les ressources. D'accord? Donner un ordre de priorité. Et enfin, et c'est le plus important, splittez votre contenu. C'est-à-dire, ne faites pas un gros blog en disant, tiens, prends tout ça et essaie de m'afficher quelque chose avec. Splittez votre contenu
Et donc là, c'est plus un aspect architecture de votre application qu'il faudra prendre en compte. Si vous optimisez tout correctement, vous appliquez tous ces conseils, et surtout grâce au fait que vous préloadez vos ressources, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer quand le browser va récupérer le time to first, le premier byte de votre document? Dès qu'il va rencontrer, par exemple, des feuilles de style ou les images, comme tout sera préloadé, il va tout charger en même temps. Donc ici, vous allez forcément réduire votre temps de resource load time et resource load delay, et donc automatiquement, et également, votre element render delay, puisqu'il va être décalé. Et donc forcément, votre LCP va être optimisé. Donc, quels outils on peut utiliser? Fut une époque, on utilisait les performances de Chrome. Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser l'onglet performances de Chrome, mais au premier abord, il n'est pas super simple à lire quand même, l'outil. Et donc, c'est pour ça que maintenant, pareil, toujours en version 102 de Chrome, à ce moment-là, on a un nouveau panel qui s'appelle Performance Insight Tools. Moi, je préfère cet outil parce qu'il vous permet vraiment d'un seul clin d'œil et grâce à des couleurs, de vite comprendre en fait quelles sont les feuilles de style qui posent problème, qu'est-ce qui peut être préloadé, etc. Et surtout, le mieux, c'est qu'il va vous donner des liens vers la documentation officielle, donc de Google Dev, pour vous donner des pistes sur comment régler vos problèmes. Et enfin, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour splitter correctement son contenu, bah là, vous allez avoir un petit tool aussi pareil dans la console de Chrome qui s'appelle Coverage Tool. Ça va être votre meilleur ami pour le coup, parce que lui va permettre aussi simplement, à l'aide de couleurs, de vous dire qu'est-ce qui va être pas utilisé au chargement de votre page et qu'est-ce qui va l'être. Donc par exemple, ici en rouge, on voit que en rouge, c'est la partie où c'est pas utilisé, et en bleu, c'est la partie qui est utilisée. Donc théoriquement, on voit que dans les deux premiers fichiers, j'utilise rien du tout. Hein, parce que les 77,9% et 80,7%, ce sont les parties non utilisées de mon document. En tout cas, de ce qui est chargé. Passons maintenant sur ce qu'on appelle le CLS Operation, donc Cumul Layout Shift Metric. Donc la division est un peu plus grosse cette fois-ci. CLS measures the instability of content by summing shift score across layout shift that don't occur within 500 milliseconds of user input. Pas très clair la définition quand même. En gros, ce que ça veut dire, c'est le temps que va mettre votre écran pour devenir stable. Voilà, c'est-à-dire à quel moment votre écran, il n'y a plus rien qui pop, il est stable. C'est ça, le CLS. Donc si par exemple on est à inférieur 0,1 seconde, dans ce cas, vous êtes plutôt bon, rien à toucher. Si vous êtes sur entre 0,1 seconde et 0,25 secondes, dans ce cas, quelques petites améliorations sont nécessaires. Et enfin, si vous êtes au-dessus de 0,25 secondes, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il va falloir revoir toute l'architecture de votre page, parce que c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui peut causer justement le fait d'avoir de l'instabilité au niveau de votre écran? En fait, il y a beaucoup de choses, et on ne s'en rend pas bien compte. Mais déjà, les images. Tout ce qui est image qui n'est pas sizé, tout ce qui est image qui n'a pas un bon ratio. Tout ce qu'on appelle les add, embed, iframe. Tout ce qu'on dit dynamically injected content. Ça, c'est assez marrant parce que tous les frameworks maintenant s'appuient un peu sur ce principe-là. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez une liste, vous chargez déjà, je sais pas, votre to-do list via un collage TTP et après, d'un coup, ça pop à l'écran. C'est pour ça qu'on met des loaders, des petits trucs comme ça pour éviter justement d'avoir une baisse au niveau du CLS. Les web fonts, c'est assez bizarre, mais en effet, d'un site à un autre, d'une fonte à une autre, on n'a pas forcément la même taille, la même granularité, etc. Et donc, forcément, ça peut faire causer un cumul layout shift. Et enfin, forcément, le fait d'attendre une réponse du network avant d'update son DOM. D'accord? Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo sur comment une image peut causer un cumul layout shift. Donc, on a quelque chose, et puis d'un coup, ça pop à l'écran. Donc là, en fait, l'utilisateur était tranquille en train de lire son texte, et puis d'un coup, en fait, on a une image qui arrive. Sur cette vidéo, on va voir comment add, embed et iframe peuvent causer aussi un cumul layout shift. Donc, d'un coup, ça va popper. Voilà, on a quelque chose qui arrive à l'écran. Donc, c'est pas top non plus parce qu'on perd encore son fil de lecture. Donc, la façon qu'on a pour régler ces problèmes-là sont super simples. Déjà, premièrement, sur les images, il faut les tailler. Hein. On leur donne une taille. En plus, on peut utiliser maintenant un nouvel attribut en CSS qui est aspiration. On ne peut pas faire plus simple. C'est soit 16/9, 4 tiers. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez sizer comme ça. Ça aide. Pour tout ce qui est à add, embed, iframe qui sont statiques, qui ont une taille statique, bah alors la technique, c'est simple, c'est de l'inclure déjà dans votre page, prendre la mesure et réserver un bloc pour ces add, embed, iframe.
Pour justement des add, embed, iframe avec une taille dynamique, alors là, ce qu'il faut faire, c'est il faut éviter de les placer en haut de votre écran. Hein, placez-les à droite, à gauche, en bas si vous voulez, mais pas en haut. Parce que forcément, quand ça va popper, ben, tout est descendu. Et enfin, vous pouvez également sizer correctement votre font et ajuster sa taille grâce à une nouvelle propriété CSS qui s'appelle Adjust Size. Voilà. Pareil, disponible dans Chrome 103. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour débugger un problème de CLS? Bah, c'est très très simple. On a un seul outil à notre disposition qui est Lighthouse. Qui connaît Lighthouse? Qui aime bien l'utiliser? Bah, en fait, Lighthouse, maintenant, il y a 3 modes différents. À partir de Chrome 102, vous avez trois nouveaux modes. Premier mode, c'est celui qu'on utilise le plus souvent, c'est Speed Index. Donc en gros, c'est quoi? C'est le rapport de Speed Index va tout simplement vous donner un rapport sur le temps de chargement de votre application sur une page. Donc jusque maintenant, en fait, tous nos rapports avec Lighthouse étaient des rapports standards donc de Speed Index. Et puis maintenant, on en a d'autres. On en a 2 autres. Le premier, c'est Snapshot. Donc Snapshot, en fait, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de capturer les performances de votre application à un certain instant T, notamment après avoir cliqué sur un bouton, etc. Et le dernier mode, c'est TimeSpan. TimeSpan, en fait, va pouvoir mesurer, en fait, si vous voulez, un certain temps, d'accord, sur une échelle de temps. En fait, ça va mesurer les performances de votre application sur une certaine échelle de temps, typiquement contenant justement des interactions avec l'utilisateur. Partons maintenant sur FID. Donc FID, First Input Delay Metrics. Donc FID is a metric that captures a user first impression of a site's interactivity and responsiveness. Autrement dit, le FID, c'est quoi? C'est le temps au moment où l'utilisateur clique sur le bouton et où la première ligne de JavaScript a été exécutée. Donc, si on est en dessous de 100 millisecondes, dans ce cas, la métrique est bonne. Si on est entre 100 et 300 millisecondes, alors ça nécessite quelques petites améliorations. Pas grand-chose, je vous rassure. Par contre, si on est au-dessus de 300 millisecondes, là, c'est vraiment très pauvre. Il va falloir revoir beaucoup de choses et malheureusement, il va falloir revoir la manière dont vous avez codé votre application en JavaScript parce que c'est là que ça cloche. Donc, qu'est-ce qui peut accroître le score du FID? Je pense que tout le monde sait ici qu'en JavaScript, on n'a qu'un seul thread. On est tous d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour combler ce petit problème et autoriser la programmation asynchrone? On a fait ce qu'on a créé l'event loop. Voilà. Et ça, c'est sympa comme création. Le petit truc avec l'event loop, c'est que typiquement, on va faire plusieurs actions et en fait, on va ajouter à chaque fois dans ce qu'on appelle une task queue les tâches qu'on a fait. Et en fait, elles vont être exécutées l'une après l'autre. Donc, imaginez bien que si vous en avez mis 1 million des tâches et vous en mettez 1 million une, avant qu'elle s'exécute, votre dernière tâche, il va se passer un petit moment. Donc voilà, typiquement, si votre thread il est bloqué, ça va poser problème. Et enfin, ce qui va aussi accroître ce score, c'est le fait d'avoir du JavaScript mort au sein de votre application. Des fois, on voit du code comme ça qui est là, il ne fait plus rien. Moi, j'en vois tous les jours. Des fois, j'ai des fonctions, elles sont là. Je ne sais pas ce qu'elles sont là, mais en tout cas, quand on clique, il ne se passe rien. Elles n'existent même plus, elles ne sont même pas utilisées. En fait, le développeur a carrément oublié de les enlever, mais en tout cas, ça va accroître ce FID, parce qu'il y a plus de JavaScript aussi à charger. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour traiter ce problème-là? Simplement, on va déjà splitter son JavaScript. On va éviter tout ce qui est tâches longues. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va les îloter. Je pense qu'actuellement, on utilise tous des frameworks, que ce soit avec React, Vue ou Angular. Les îloter une fonctionnalité, c'est quelque chose de simple maintenant. C'est plus quelque chose de très compliqué. D'autant plus qu'on a aussi, on est quand même en 2022, on a aussi ce qu'on appelle les ES modules. Les îloter un ES module, c'est quelque chose de très simple. C'est juste un await import. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué à les îloter maintenant. Il faut optimiser aussi ces requêtes, notamment ces requêtes HTTP. S'il y a des requêtes qui peuvent se faire en parallèle, n'hésitez pas. Attendez pas d'avoir la réponse de l'un pour faire le call HTTP de l'autre. D'accord? Surtout, elles n'ont rien à voir en commun. Et enfin,
Et je ne le dirai jamais assez, déléguer à ce qu'on appelle des web workers. Si vous avez vraiment un trop gros traitement, déléguez-les aux web workers. Il est encore possible aujourd'hui, avec les frameworks modernes qu'on a, d'intégrer des web workers très facilement et de faire la communication avec cela très facilement aussi. Donc, comme tout le monde a été sage, je vais vous montrer la dernière métrique qui est très importante. C'est INP, Interaction to Next Paint. Cependant, cette métrique est expérimentale, donc les scores que je vais vous montrer peuvent changer à l'avenir. D'accord? C'est pour ça, évitez de l'utiliser quand même dans vos projets de production. Donc, qu'est-ce que c'est INP? INP is a metric that aims to represent the page's overall interaction latency by selecting one of the single longest interaction that occurs when a user visits a page. Je sais, c'est super chiant d'avoir des définitions comme ça, mais c'est important. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement par rapport à FID? En fait, simplement, c'est le temps qui se passe entre le moment où l'utilisateur clique sur le bouton et où la next frame, donc l'autre frame, arrive à l'écran. Voilà. Donc, si on la calibre actuellement, si on est inférieur à 200 millisecondes, dans ce cas, on est plutôt bon. Si on est entre 200 et 500 millisecondes, ça nécessite quelques petites améliorations. Et si on est au-dessus de 500 millisecondes, dans ce cas, bah, c'est vraiment pauvre. Et même constat que pour FID, il va falloir revoir la manière dont vous avez écrit votre JavaScript. Donc, si vous respectez tout ça, bah, normalement, une fois que tout est en ordre, que vous avez appliqué tous les conseils, ben, vous vous retrouvez avec un temps de chargement initial de votre page qui est plutôt bon. L'utilisateur ne perd plus le focus, Et enfin, l'utilisateur peut interagir avec votre application vraiment très rapidement. Voilà. Je vous remercie. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur LinkedIn. Je suis vraiment désolé d'avoir parlé très vite, mais j'avais pas beaucoup de temps pour faire rentrer tout le talk. Et voilà. Merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre.